Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Et le bar de l'économie, aujourd'hui, vous est proposé par Cyperl, le concepteur du microprocesseur européen. Car, bonjour à toutes, tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Ce matin, on va plonger dans le digital grâce à Pascal Gaillat. Bonjour. Bonjour. Pascal Gaillat, vous êtes, le promoteur de tout le marché de la French Tech, du digital en France. Vous essayez de promouvoir les entreprises qui sont dans ces métiers. D'ailleurs, on va séquencer les domaines d'activité pour que nos auditeurs le comprennent, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient entreprises ou même grand public. Car vous avez, c'est votre ADN finalement, le digital. Mais ce qui est très intéressant, avant de rentrer au cœur du sujet de notre émission ensemble, c'est votre parcours professionnel, parce que finalement, vous ne vous destiniez pas du tout à ça au départ. J'étais parti dans une filière un petit peu différente, mais qu'on peut considérer comme connexe, puisque les premiers métiers du digital ont commencé avec la publicité. Je me destinais à l'information, la communication et le business international, avec spécialisation de 2 langues étrangères, en anglais et espagnol. Et finalement, c'est pas ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai commencé à organiser des événements pendant 5 ans après mon diplôme. Et je suis tombé, un peu par hasard, mais surtout par opportunisme dans le digital, dans Internet, en 95. En fait, c'est Internet qui vous a séduit, les débuts de l'Internet. Alors, en 95... Vous vous êtes dit, je vais créer des nouveaux métiers. Exactement, je voulais absolument, et ça c'était un petit peu le credo de départ, ne pas faire un métier que quelqu'un a fait avant moi, ne pas reprendre un job qu'une autre personne a pu faire avant moi, et dans le meilleur des cas, créer un métier. Il se trouve qu'un de mes profs d'économie, très visionnaire de l'époque, m'avait dit qu'en 2000, ce ne seraient plus des industries qui seraient les entreprises les plus valorisées de ce monde, mais des entreprises du monde des TIC. On parlait beaucoup des TIC à l'époque, et puis on citait bien Technologie de l'informatique et de la communication, ça veut dire. Et celle qui était la plus prégnante à l'époque, c'était bien sûr Microsoft, qui était déjà bien installé dans nos ordinateurs. Et puis surtout, c'est la première vague des grandes .com. C'était les débuts de Yahoo, bien avant que Google n'existe. Donc on voyait déjà que quelque chose pouvait se passer qui allait réformer pas mal dans un premier temps, réformer plutôt le marché de la communication et des médias. Et puis on ne savait pas que ça allait surtout réformer l'ensemble de nos usages par la suite. Voilà, et alors du coup, vous créez donc des plateformes pour, rassembler toutes ces communautés d'entreprises. Il y a quand même un grand nombre d'entreprises en France. Alors, j'ai pas fait le saut de 1995 à aujourd'hui, c'est pas fait aussi rapidement et aussi abruptement que ça. Bien sûr. Pendant 10 ans, j'ai dirigé des entreprises américaines pour leurs implantations en Europe, donc direction de filiales. J'ai eu également mes entreprises dans certains contextes, dans la publicité et le marketing digital. Les 10 ans suivants, j'ai commencé à promouvoir des entreprises européennes, donc en travaillant essentiellement pour des acteurs du numérique européens. Je donne l'exemple, la première société des fondateurs de Spotify, par exemple, dont j'étais dirigeant pour quelques pays. Et puis, il y a peu de temps, finalement, en 2017, j'ai décidé de me consacrer beaucoup plus au numérique français. Moi, je l'appelle le numérique de France. C'est vraiment le principe de mettre en avant la propriété intellectuelle numérique des entreprises françaises. Les entreprises françaises font du numérique depuis plus de 20 ans. OVH en est un exemple. Il y a pas mal d'acteurs qui aujourd'hui sont très présents sur leur marché et qui ont une existence déjà, qui ont vécu finalement les différentes générations de développement du web et du numérique. Et celles-ci, très souvent, on les identifie peu. Elles ne sont pas forcément très évidentes à trouver. Elles sont souvent liées à des marchés qui ne sont pas des marchés grand public. Et comme vous le savez, en fait, on s'est développé dans le digital, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, notamment via notre utilisation par les GAFAM. C'est surtout, en fait, la présence collective dans nos usages
consommateur final B2C de ces outils qui ont fait qu'elles se sont développées ensuite beaucoup dans les entreprises. Donc mon idée, c'est de faire que les entreprises françaises soient aussi connues, au moins aussi connues que leurs confrères américains. Et alors, est-ce qu'il y a du travail ? Il y a beaucoup de travail parce qu'en fait, il y a déjà un postulat de départ qui est pas forcément, alors qui est viable et elles ont tout à fait raison parce qu'elles sont ambitieuses. Elles ont toutes des noms anglo-saxons. Donc il faut déjà pouvoir identifier des entreprises françaises lorsqu'elles ont essentiellement des noms anglo-saxons. Et puis il y a peu d'espace, peu de bases de données dans lesquelles on peut véritablement faire des recherches et identifier une société dans le domaine du collaboratif ou dans le domaine... Et très souvent c'est Google qui est un petit peu le réflexe de tous les professionnels pour aller chercher des solutions. Oui, parce que c'est facile et parce qu'on a tout à disposition finalement. On a une palette d'outils avec Google, il faut l'avouer, donc c'est la facilité qui nous fait aller là. C'est la facilité, effectivement, mais par contre, après, le lien entre l'entreprise, ses solutions, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des noms de solutions qui sont différentes de la raison sociale de l'entreprise, et Google ne répond pas forcément à ces réponses-là. Donc quand on est professionnel, quand on est dans des usages B2B, et qu'on cherche des solutions numériques, logiciels, infrastructures, plateformes digitales, IoT, tout ce qui est finalement il y a un fort développement des entreprises de l'IoT en France, donc on fabrique de l'objet connecté et c'est très intéressant, mais c'est la même chose, on a aussi la même situation, on a quand même des difficultés à identifier ces entreprises-là parce qu'elles sont très ciblées sur leur marché. Est-ce qu'on a intérêt d'ailleurs, si on est un jeune entrepreneur dans ces marchés-là, à prendre un nom anglo-saxon ? Alors dès lors qu'on a des ambitions internationales, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, il n'y a pas aucun... il faut se normer, l'inconscient, c'est l'anglo-saxon. C'est l'anglo-saxon. Alors effectivement, on pourrait aller chercher dans la mythologie, mais bon, elle n'est pas forcément non plus aussi mondiale qu'on pourrait le penser. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est complexe. Et le réflexe a été pris en plus sur un peu plus d'une vingtaine d'années, donc c'est un petit peu complexe de revenir en arrière. Par contre, il faut peut-être dire aussi que c'est dû aussi au financement, parce que les financeurs sont beaucoup plus ouverts, les financeurs étrangers sont beaucoup plus ouverts que les Français jusqu'à présent. C'est quand même nouveau, la révolution d'avoir plein de possibilités de financement en France, on peut dire. Oui. Donc, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, on peut dire que les investisseurs étrangers étaient aux portes parce qu'ils connaissaient les talents français. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça pousse les Français à prendre des noms anglo-saxons. Ah, puis on a une première génération avant l'an 2000 avec la génération de la bulle Internet, très alimentée par les investisseurs anglo-saxons, qui a été un petit peu le précurseur de ce qu'on connaît actuellement. Hein. C'est une vraie envolée de nouveau aujourd'hui autour du financement. Le principe, c'est qu'on est sur quelque chose de séquentiel qui est très récent. Le numérique, partant du web, on laisse un petit peu l'informatique de côté, il a 30 ans. Il a 30 ans, mais en réalité, dans sa fonction démocratique, usage grand public, il a 20 ans. Dans sa maturation, il a 20 ans. Donc sa maturation, il a 20 ans. Et en réalité, si on considère l'élément de maturation grand public le plus évident, c'est l'e-commerce. L'e-commerce a véritablement démarré en France, c'est véritablement développé après l'éclatement de la bulle Internet, donc aux alentours de 2003, 2004, 2005. Donc ça veut dire qu'on est sur 15 ans. Donc on revient finalement sur un périmètre en termes d'usage grand public qui n'a que 15 ans. Et c'est la pandémie, on peut dire, qui a complètement démocratisé à tous les âges l'utilisation de l'Internet. Qui est un véritable accélérateur, effectivement. Pour des gens comme moi qui travaillons sur Internet depuis plus de 20 ans, oui. On se lasse un petit peu d'entendre parler au futur, parce qu'on y est depuis un grand passé. J'aurais quasiment consacré ma carrière à Internet, et on en parle toujours au futur. J'avoue que c'est quand même un soulagement aujourd'hui d'avoir un discours beaucoup plus posé, beaucoup plus présent, et surtout avec un regard vers le passé pour en prendre des leçons, pour en tirer des leçons et s'interroger sur l'avenir. Alors, quelle est la force justement des entreprises françaises ? Est-ce qu'on trouve de tout ? Est-ce qu'on peut tout trouver made in France dans le numérique dont on parle aujourd'hui avec vous, Pascal Gaillat ? Alors, aujourd'hui, pour toutes les thématiques qui sont liées à la vie de l'entreprise, donc tous ces besoins
donc en gestion, donc en outils de gestion, en analyse, tout ce qui est analyse de son activité, en collaboration, donc travailler avec ses proches, donc fabriquer cette nouvelle entreprise, ce qu'on appelle la Digital Workplace, la station de travail dématérialisée finalement, et tout ce qui est lié à la dématérialisation, oui, il y a les entreprises françaises pour tout. Pour la communication, l'interaction, tout ce qui est téléphonie IP, tout ce qui est système de visioconférence, vidéo, toute la partie plateforme vidéo. Les entreprises existent aussi. Dans le marketing, toutes les solutions, les marketing technologies, qui permettent à la fois d'analyser ce qu'on a fait et puis ensuite d'actionner des campagnes. Ça existe déjà depuis très longtemps. La cybersécurité qui devient vraiment le thème prégnant de cette période de la pandémie. On a des acteurs très bien positionnés, très forts, et qui en plus travaillent entre eux. C'est un petit peu ce qui était à reprocher pseudo-reproche qu'on fait aux entreprises françaises, c'est qu'elles représentent différentes briques, et elles ne sont pas forcément toujours très intégrées, très interopérables entre elles, surtout dans le contexte de besoins clients assez larges, pour des grands comptes ou des administrations. Dans pas mal de domaines, ce n'était plus le cas. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour tout le monde de pouvoir intégrer sa solution dans un contexte d'interopérabilité ou d'échange avec les autres environnements. Donc là, on peut dire que les professionnels français ont bien évolué. Depuis 2015, ils ont bien évolué. Depuis la montée en puissance du cloud, donc des logiciels en SaaS, de tout ce qui est service dématérialisé et puis connexion et connecté à distance, oui. Parce que c'était un environnement dans lequel ils pouvaient véritablement se développer. J'aime pas trop dire que c'est la bataille du PC qui était perdue, mais c'est plutôt le fait qu'on doit aujourd'hui réancrer la station de travail quelque part. Elle n'est plus forcément dans un ordinateur. Il n'y a pratiquement plus de logiciels clients dans les ordinateurs. On est essentiellement aujourd'hui en connexion en SaaS, Software as a Service. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'on dématérialise complètement la station de travail et que l'utilisateur, on ne l'amène plus, son PC sert uniquement à se connecter finalement à son environnement d'entreprise. À tout un service d'entreprise. Voilà. Donc là, on a une vraie possibilité pour toute cette industrie de refabriquer cet environnement de travail distant et de reprendre des positions dominantes sur nos marchés. Et ce que j'aimerais faire mentir, c'est l'adage nul n'est prophète en son pays. Moi, je suis persuadé que les entreprises françaises auront beaucoup plus à gagner, et l'administration française aurait beaucoup plus à gagner à travailler avec l'industrie française du logiciel et des infrastructures. Mais donc, Pascal Gaët, qui faut-il convaincre ? C'est l'administration française qui n'est pas encore assez convaincue ? Quand on parle de commande publique, on a un effet politique qui est très proche, donc ce sont les gouvernements avant tout. Et là, pour le coup, des positions ont été prises ces 2 dernières années qui vont dans le bon sens, dans ce sens-là. C'est vraiment de cultiver une priorité ou préférence, je ne sais pas, c'est un petit peu à l'encontre de ce qui nous est imposé par les règles européennes, mais simplement un bon sens de proximité et de faire que dans une logique de responsabilité, autant utiliser des entreprises et des solutions qui sont dans le périmètre géographique ou qui créent de l'emploi de proximité, qui sont à notre service en permanence et avec notre culture. La culture informatique aujourd'hui, ne serait-ce que visuelle, en termes de design et de UX, elle est très orientée de la culture américaine, et on a une position à prendre aussi. Il faudrait créer un design numérique à l'européenne, ou à la française, mais plutôt à l'européenne, pour avoir un numérique plus proche également de nos utilisateurs. On y réduirait éventuellement la fracture numérique, celle qui fait qu'aujourd'hui, pas loin de 20% des Français sont pas des super users de l'informatique. Et c'est un petit peu dommage.
Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, il y a toujours une fange qui est réfractaire à pas mal d'évolutions, donc ça, on ne peut pas les forcer non plus, malheureusement. Et on a vu pendant la pandémie que la fange réfractaire était plutôt de moins de 10%, et que la moitié de l'ensemble, c'était quand même des gens qui n'ont pas véritablement mis, y compris dans un usage professionnel, qui ne pouvaient pas se déverser aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité vers un usage numérique pendant les confinements. Oui, alors là, il y a plein de raisons, donc on va pas les passer en revue tout de suite, Pascal Gaillard. Par contre, on va continuer sur votre influence sur la promotion du numérique et de la tech française. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme parti de faire pour faire avancer toutes ces entreprises? Donc, plusieurs associations et plateformes, on peut dire? Exactement, donc la plateforme, c'est l'activité qui tous les jours permet de faire se rencontrer l'offre et la demande des entreprises qui cherchent des logiciels et des donc entreprises ça, c'est qui fournissent des logiciels. C'est Solane. C'est une initiative qui avait été lancée par la région Île-de-France, par le pôle systématique de la région Île-de-France, et j'exploite donc cette plateforme depuis 1 an maintenant. Deuxième initiative, ce sont les CADOR. Donc les CADOR, qui est une série d'événements trophées. Alors les CADOR, ça s'écrit CAS plus loin D''R, il faut y appeler. Les CADOR, tout à fait. Le principe est de célébrer des cas d'usage, de célébrer des business cases, comme disent les Anglais. C'est qu'à partir du moment où on a une réussite opérationnelle, on peut très bien, facilement, en fait, déjà convaincre son patron, convaincre ses collègues, convaincre ses futurs clients qu'on a fait quelque chose de bien et que ce qui a été bien pourrait très bien lui servir. Donc l'idée est véritablement de mettre en avant des réussites opérationnelles d'entreprise qui sont souvent des partenariats entre un client et ses partenaires et en découpant l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique. Donc j'organise une vingtaine d'événements par an et cette vingtaine de soirées permet à peu près entre 200 et 300 entreprises chaque année de mettre en avant ce qu'elles ont fait dans le domaine du numérique, à la fois dans les infrastructures et également dans la partie, dans l'usage. Alors la prochaine soirée, c'est après-demain, c'est mercredi. C'est après-demain pour la session de mercredi 6 octobre. Trimestre. Exactement, avec les... Enfin, c'est demain en fait. Oui, c'est demain, tout à fait. Les CADOR du digital responsable, donc c'est un événement où on met en avant les initiatives qui vont vers la sobriété numérique, vers un usage responsable des technologies dans tous les domaines et face à la fois les entreprises privées et des organisations publiques, des collectivités territoriales ou des administrations. Donc 11 événements prévus jusqu'à la fin de l'année, et il y en a à peu près une vingtaine sur l'ensemble de l'année. Et la deuxième initiative, donc lancée l'an dernier au mois d'avril, un collectif d'entreprises, Playfrance.digital. Le principe de ce collectif, dans un premier temps, avec 4 cofondateurs, Mathieu Hugues de Tilcal, Antoine Dubosc de Wimi, Alain Garnier de Jamespot et Raphaël Richard de Neodia. Voilà, que nous avons reçu d'ailleurs Alain Garnier au mois de juin au bar de l'économie. D'accord. Nous nous sommes indignés au mois d'avril dernier sur le fait que dans le contexte de l'urgence et pendant cette phase d'avant premier confinement, tout le monde se dirigeait vers les solutions américaines, les Facebook, les Palantir, pour essayer de voir comment on allait régler la problématique Covid. Et nous, on s'est indignés en disant non, c'est pas normal, il faut au contraire profiter et mettre en avant à cette occasion des solutions qui seront plus de proximité, des acteurs qui vont pouvoir en toute confiance et accompagner le gouvernement et les instances publiques. Et donc on a lancé un collectif auquel se sont ralliés à peu près 700 professionnels du numérique, donc beaucoup de tous horizons, des consultants, des enseignants, des entrepreneurs, des dirigeants, des cadres dirigeants d'entreprise. Et notre idée était véritablement de faire savoir qu'il fallait absolument, dans une période comme celle-ci, au contraire, réfléchir et conclure rapidement sur nos dépendances qu'on a cultivées pendant 20 ans, et au contraire, trouver les solutions d'urgence qui soient liées à des expertises de proximité et avec des solutions référentes du marché. Alors justement, est-ce que vous avez été entendu ? Quel a été le résultat de cette lettre ouverte que vous avez... Alors, ce qui nous intéressait, nous, en tant que professionnels, c'est de tirer la sonnette d'alarme et d'avoir ensuite une situation d'ensemble qui change.
Au moment où on a lancé cette démarche, le 9 avril 2020, personne ne parlait de souveraineté numérique. C'était associé plutôt à peu de gens. En tout cas, c'était plutôt calme depuis quelques années. Et peu de gens, finalement, remettaient en cause les décisions, que ce soit de travailler avec des acteurs américains en permanence ou de voir un petit peu nos GAFAM s'installer tranquillement sur l'ensemble du périmètre numérique. Aujourd'hui, un an plus tard, Thierry Breton, ça va être donc Thierry Breton était sur le point à l'époque de lancer donc le Digital Market Act et le Digital Services Act pour l'Europe, a pris position dès le mois de juin fortement sur cette mise en autonomie ou cette demande, cette vocation à prendre plus d'autonomie stratégique pour l'Europe numérique. Et finalement, aujourd'hui, ça devient un des sujets phares, ça deviendra, puisqu'ils vont commencer, à mon avis, à s'exprimer dessus, un sujet phare des présidentielles 2022. Voilà, c'est ce qu'on prévoyait déjà au printemps, que ça devienne un sujet pour et faire évoluer la mentalité de tous les élus, qu'ils soient en France ou en Europe, parce que c'est important qu'on défende l'Europe finalement. Tout à fait, et qu'on bâtisse. On a souvent tendance à avoir un discours un petit peu anxiogène sur cette situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis de la relation géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Mais encore une fois, c'est une jeune industrie, c'est un jeune environnement, c'est une révolution en matière c'est une révolution sociale, c'est une révolution économique, au-delà de la révolution technologique. Donc, on doit s'y adapter et fabriquer notre avenir. Et donc 2020 doit être la décennie pendant laquelle l'Europe décide et construit son avenir numérique. Alors, ça veut dire donc, si je vous comprends bien, développer un numérique plus autonome, mais aussi plus responsable, parce qu'en France, on est très fort tout à fait. Dans tout ce qui est droit, légalité, etc. C'est, je pense, une des clés de la thématique européenne sur le numérique. Nous ne sommes pas des individus business à tout prix. Nous avons une responsabilité, une logique éthique qui nous permet en fait d'équilibrer un petit peu nos ambitions, de rééquilibrer un petit peu nos ambitions. Nous sommes tout à fait capables d'être offensifs offensifs quand on est sur un territoire international. Par contre, on protège nos populations. Et ça, dans ce contexte-là, je suis à peu près persuadé que l'Europe a son argument fort à jouer sur cette logique de responsabilité autour du numérique et notamment de l'utiliser comme pierre angulaire de toutes les transitions qui sont à venir au même moment. La relocalisation industrielle, avec un passage vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et d'ailleurs, on commence à parler de l'industrie 5.0, qui est à la fois numérique et responsable. Donc les deux sont de plus en plus liés dans cette nouvelle voie. Alors qu'est-ce que vous pensez, Pascal Gaillat, de la taxe qui a enfin été votée au niveau des GAFAM, si je puis dire, au niveau européen, qui a été votée au début de l'été, à la fin du printemps, les fameux 15%, sur lesquels tous les gouvernements européens se sont mis d'accord? Alors, cette taxe, donc, elle n'était pas forcément, au final, elle n'est pas forcément liée taxe GAFAM, elle concerne l'ensemble du numérique, oui. L'ensemble des entreprises qui sont amenées à faire de l'évasion fiscale, puisque le principe, c'est de ramener tout le monde à une taxation de... Oui, mais il faut un sacré chiffre d'affaires, la base, il faut déjà... donc c'est pour ça que... Oui, les élus... Je parle de GAFAM. Les élus sont peu nombreux, voilà. Effectivement. Je pense que c'est une... par rapport à cette logique-là, alors c'est clair qu'il y a eu énormément d'abus dans le contexte. J'ai tendance souvent à considérer que ces démarches de bouclier, hein, puisqu'on parle plutôt de logique de bouclier, on se protège un petit peu parce qu'il faut prendre du recul. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que ces différentes réglementations sont positives.
Sur le long terme, c'est plutôt la responsabilité des boîtes et l'autorégulation qui, à mon sens, pourrait faire la différence. Mais à mon sens, on va rester sur cette Parce que vous croyez que quand il y a des actionnaires, on peut s'auto-réguler, comme vous dites ? Vous qui avez dirigé des entreprises internationales. C'est là où l'Europe a un rôle à jouer, parce que ce mouvement d'investissement, il est à créer aussi. On en parlait tout à l'heure. Oui, avec les anglo-saxons, oui, avec les fonds anglo-saxons qui pourraient... Non, aujourd'hui, il n'y aura plus... Il y aura d'autres fonds que les fonds anglo-saxons qui pourront avoir cette démarche vis-à-vis des entreprises. Et il y a des territoires comme la Scandinavie, il y a des territoires dans lesquels l'investissement ou le profil investisseur est déjà beaucoup plus responsable que sur d'autres contrées, et où on peut effectivement allier cette logique de responsabilité avec la croissance des entreprises. Ce qu'on appelle les frugaux en Europe, je les regarde souvent de très près, parce que quand on les voit travailler sur leur propre marché, on constate qu'il y a un niveau de responsabilité qui est fort sur des populations qui ne sont pas énormes, donc qu'on peut analyser plus facilement. Et aujourd'hui, en termes d'innovation, ce sont quand même ceux qui sont les plus avancés. Merci Pascal Gaillat pour ce tour d'horizon. On va finir sur les Cadors. Donc la prochaine session, c'est mercredi, c'est donc demain soir à l'Aéroclub de France, avec cette soirée que vous organisez pour mettre en avant finalement les meilleurs cas d'expérience client en fait. C'est la mise à l'honneur de la réalisation d'une expérience pour un client, et c'est un peu ça la promotion des Cadors, ces fameux 11 soirées que vous menez toute l'année. Tout à fait. C'est montrer ce qu'on a fait pour un commanditaire et par là, montrer qu'on pourrait le faire avec d'autres acteurs. Et puis, en faisant ces soirées, vous remettez des prix, j'imagine. Donc, on va découvrir. Exactement, le palmarès d'une quinzaine d'organisations qui sera connu donc, jeudi matin. Voilà, dès jeudi matin. Merci Pascal Gaillat. Très bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.